33 ans après la chute du mur de Berlin, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle séquence géostratégique. 30 ans après la fin de la guerre froide, on a tout de même l'impression de revoir les mêmes acteurs, la Russie, les États-Unis et un nouvel entrant, la Chine. Avec nous, Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, un des principaux groupes de réflexion sur les questions de sécurité internationale. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, La revanche de l'histoire, où vous développez toute une réflexion autour de, je vais la résumer, est-ce que l'histoire bégaye? Est-ce que l'histoire se répète? Alors justement, est-ce que en ce moment, l'histoire est en train de se répéter? Ce retour au passé, on l'observe un peu partout dans le monde, ce que j'ai appelé la revanche de l'histoire, pour deux raisons. La première, c'est que, de manière générale, plus les événements s'accélèrent, plus on a besoin de s'ancrer dans une histoire, dans un passé. Et ça, c'est vrai tout autant pour les dictatures que pour les démocraties. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'on assiste au grand retour des empires, des logiques impériales. Vous avez parlé de la Chine, de la Russie, on pourrait aussi parler de la Turquie de M. Erdogan, voire de l'Iran. Or, les empires, leur caractéristique, c'est justement ce besoin de s'ancrer dans un passé glorieux, en tout cas qu'ils estiment glorieux, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et puis, ils ont aussi parfois besoin tout simplement du passé parce que le présent ne va pas très bien. Donc vous voyez, le passé, ça joue un double rôle. D'abord, oublier le présent, ou alors préparer l'avenir et justifier ce qu'on va faire au nom d'une histoire supposée glorieuse. Pour toutes ces raisons, il y a ce que j'ai appelé effectivement la revanche de l'histoire ou le grand retour du passé dans les relations internationales. Alors, on va développer par la suite le sujet sur les appétits d'empire, mais restons sur ce conflit aux portes de l'Europe. Bon, d'abord, première information, on pensait qu'il n'y aurait plus de guerre sur notre continent. Il y en a une. Et deuxième information, on a l'impression que la dissuasion nucléaire, qui était cet outil qui nous permettrait d'avoir la paix, ne fonctionne plus puisqu'il y a la guerre. Alors, d'abord, le retour de la guerre, on en parle tous les 10 ans. Dès la chute du mur de Berlin, 2 ans plus tard, on parle déjà du retour de la guerre à propos du conflit dans l'ex-Yougoslavie. C'était déjà, en 91, le retour de la guerre sur le continent européen. Ensuite, il y a 2001. 2001, après le 11 septembre, on parle de nouveau du retour de la guerre à propos de cette fameuse guerre contre le terrorisme, entre guillemets. Et puis, il y a eu 2014 avec la Crimée. Donc, c'est un peu l'éternel retour de la guerre. Ce qui se passe avec l'Ukraine, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit effectivement un grand conflit traditionnel entre États, entre deux armées qui se combattent, de très grande intensité, de très grande échelle, alors que l'on pensait que ce type de conflit-là, effectivement, en Europe, ça ne se produirait pas. Donc c'est ça qui est nouveau. Vous parlez du rôle de la dissuasion nucléaire. Alors il y a plusieurs choses qui ont limité le risque de grands conflits depuis 1945. Il y a d'abord la dissuasion nucléaire entre les États qui se sont dotés de l'arme nucléaire. Or là, il y a la Russie a l'arme nucléaire, mais l'Ukraine, elle n'a pas l'arme nucléaire. Donc il n'y a pas de raison que la dissuasion joue entre ces deux pays pour éviter une guerre. L'Ukraine n'était pas non plus protégée par un parapluie nucléaire américain, ce qui aurait, en principe, justement aussi, limité les risques de conflit. Donc la dissuasion nucléaire, ça marche toujours, mais ça marche dans des conditions bien précises. Est-ce que ça marchera toujours entre l'Amérique et la Russie, l'Amérique et la Chine? Je pense que nous en parlerons. Aujourd'hui, la seule vraie question sur le nucléaire, c'est de savoir si ce fameux risque d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie, il est faible, élevé ou pas. Je fais partie des gens qui pensent qu'on panique un peu trop vite là-dessus, qu'on peut contraster l'extrême brutalité, l'extrême violence des forces russes sur le terrain avec une certaine retenue de la part de Vladimir Poutine sur le nucléaire. On parle beaucoup de menaces nucléaires russes. Quand on regarde dans le détail, en fait, c'est surtout des rappels de la capacité nucléaire russe. Conclusion, contrairement à certains commentateurs, je suis assez peu inquiet du risque d'emploi de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine aujourd'hui. Par ailleurs, il y a d'autres raisons, comme la question de savoir s'il peut le faire tout seul ou pas. Bon, on peut rentrer là-dedans si vous le souhaitez, mais moi, ma conclusion d'ensemble, c'est que ce risque tend à être un petit peu surévalué. Alors, on peut aussi se dire que c'est le niveau 1 de la dissuasion nucléaire, c'est la menace. C'est en fait,
pour éviter la guerre prépare là. C'est-à-dire, en fait, Vladimir Poutine montre les muscles et dit un jour, je vais l'utiliser. Ça fait partie du déroulement normal d'une dissuasion nucléaire. La logique de la dissuasion, qu'elle soit nucléaire ou pas, mais la dissuasion, ça consiste à essayer d'éviter la guerre en promettant à l'adversaire que vous réagiriez d'une manière qui est supérieure ou avec une force d'une ampleur qui est supérieure à l'enjeu du conflit. Dans le domaine nucléaire, qu'est-ce que dit Vladimir Poutine? Il dit j'ai une force nucléaire, attention, n'allez pas trop loin, elle est destinée à la protection de l'existence même de la Russie. Or, même si l'Ukraine est évidemment extrêmement importante pour Poutine, ce n'est pas l'existence même de la Russie qui est en cause. On n'a pas vu de mise en alerte de forces nucléaires, contrairement à ce qui a été dit fin février. Il n'y avait pas de mise en alerte des forces nucléaires. Bref, encore une fois, il y a cette espèce de contraste assez marqué entre l'extraordinaire brutalité des forces russes sur le terrain et le comportement de Vladimir Poutine, qui, je persiste à le dire, dans le domaine nucléaire, reste plutôt raisonnable. Donc il y a plein de raisons d'être inquiet à propos de ce conflit, mais celle-là, à mon sens, est un petit peu exagérée. On a entendu un nouveau mot aux alentours d'octobre, septembre-octobre, c'est le nucléaire tactique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y avait le nucléaire balistique, on va dire, le nucléaire français qu'on a l'habitude de connaître. Et là, on découvre le nucléaire tactique. Ce serait des petits missiles qui vont pas très loin, à petite portée, mais qui finalement sont quand même nucléaires. Oui, alors ça, c'est une catégorie qui n'est pas très précise. C'est un vocabulaire qui n'est pas très bien balisé. On va dire qu'en gros, ceux qui en parlent font référence à des armes utilisées sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire en Ukraine, en l'espèce, ou au-dessus du territoire ukrainien. Et c'est vrai qu'il y a des armes de ce type en Russie, aux États-Unis, en tout cas des armes d'énergie, de puissance relativement faible, de portée assez courte. Et c'est vrai qu'on s'est inquiété en particulier de l'emploi de ces armes. Mais justement, c'est presque plus compliqué que les armes stratégiques qui sont destinées à frapper le territoire adverse, on va dire, parce que ces fameuses armes dites tactiques, il faudrait les amener sur le champ de bataille, il faudrait qu'il y ait des cibles pour ça. Or, le front ukrainien ne se prête pas tellement à ce type d'opération. On pensait beaucoup à ce scénario pendant la guerre froide, mais c'était pas du tout de la même ampleur. Il y avait pas, on pensait à l'époque à des grandes concentrations de chars qui pourraient être des objectifs entre guillemets intéressants pour ces fameuses armes tactiques. Et quand je disais qu'il fallait les apporter sur le terrain, c'est pas rien, parce qu'il faut les sortir du garage entre guillemets, les amener en Ukraine dans des conditions de sécurité compliquées. Donc avec voilà, des satellites qui regardent tout. Alors tout le monde regarde ça avec la plus grande attention depuis le mois de février. Les capteurs américains sont en permanence braqués sur la Russie et évidemment au moindre signe d'un éventuel emploi futur de l'arme nucléaire, comment vous dire, on sera prévenu. Enfin en tout cas, on sera prévenu. Je dis pas ça pour nous Français. Je dis ça parce que les Américains feraient tout à ce moment-là pour essayer de décourager la Russie d'avoir recours à de telles extrémités. Bref, encore une fois, c'est un risque qui me semble extrêmement faible aujourd'hui. Alors on a vu avec ce conflit, je focalise un peu dessus, mais c'est effectivement en termes de guerre quand même quelque chose qui est très proche de nous. On a vu qu'il y avait des nouveaux équilibres qui se passaient, des alliances qui s'étaient créées entre la Russie, l'Inde, la Chine, des nouveaux pays qui ont l'air d'être soit neutres, soit neutres opportunistes, comme disent certains. Et donc là on se dit que finalement la dissuasion qui est né de la guerre froide. Donc quand il y avait les bleus et les rouges, un bloc contre l'autre va être compliqué à mettre en œuvre, ou en tout cas va avoir moins de force. Ça a l'air moins simple. C'est moins simple, mais pas forcément pour les raisons que vous décrivez. C'est moins simple parce qu'aujourd'hui, il y a 9 pays qui ont l'arme nucléaire. Il y a les 5 grands, entre guillemets, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Chine, Russie, et puis il y a eu Israël, et puis il y a eu l'Inde et le Pakistan, et il y a en plus maintenant la Corée du Nord. Alors ça fait du monde. Ça fait du monde et c'est vrai qu'une dissuasion nucléaire dans un monde à 9 pays nucléaires, ça sera plus compliqué que dans un monde à 3 ou 4. Mais vous disiez que la logique des blocs pendant la guerre froide, vous aviez l'air de suggérer que ça permettait de maintenir une certaine stabilité. Attention, ce n'était pas les bleus contre les rouges. Il y avait les bleus clairs, les bleus foncés, les roses, les violets. Cette analogie pour vous dire que ce n'était pas 2 blocs bien établis. Rappelez-vous que la France, par exemple, tenait à avoir sa propre politique.
Rappelez-vous que la Chine s'est séparée de l'Union soviétique assez rapidement dans les années 60. Elle est devenue un allié de fait contre l'URSS des États-Unis à partir des années 70. Donc la guerre froide, c'était pas si simple. Il ne faut pas penser que nous vivons dans un monde infiniment plus complexe que celui de la guerre froide. C'était pas binaire. Non, c'était pas binaire. Décrit, là, ouais. Vous savez, on pense toujours que c'était plus simple avant. Les historiens de la guerre froide, moi je suis un historien amateur de la guerre froide, mais je peux vous garantir que c'était pas aussi simple que ça, et qu'à l'époque, on n'avait pas l'impression de vivre dans un monde simple. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas vraiment aujourd'hui de nouveau bloc. Il y a des phénomènes effectivement intéressants, voire préoccupants, comme cette quasi-alliance qui s'est nouée, ou plutôt qui s'est de plus en plus consolidée entre la Russie et la Chine. Mais ce n'est pas non plus, c'est pas le pacte Molotov-Ribbentrop pour faire référence à l'accord signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline des années 2020. C'est quand même pas si simple entre eux. Et puis vous avez l'Inde, mais l'Inde, elle n'est pas du tout une alliée de la Chine et de la Russie. Elle tient simplement, dans la logique de sa tradition de non-alignement, à rester un petit peu sur le côté. Alors certains la soupçonnent de voir qui va gagner, pour faire simple. Mais elle n'est pas un allié de la Russie. On ne peut pas dire qu'il y ait des nouveaux blocs aujourd'hui. Il y a, c'est vrai, une sorte d'entente anti-occidentale et anti-libérale de certains pays, la Russie, la Chine, l'Iran d'une certaine manière, et puis encore d'autres pays qui, comme l'Inde, essayent de jouer toutes les cartes. Je pense à la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais qui pourtant entretient d'excellentes relations avec la Russie. Tout ça pour vous décrire un monde compliqué, avec deux grandes familles, on va dire, une famille plutôt libérale démocratique, et puis une autre famille plutôt autoritaire et antilibérale, mais avec de multiples nuances. Et il n'y a pas forcément de raison de penser que dans ce monde-là, les risques de guerre soient plus importants par nature qu'ils ne l'étaient au cours de la guerre froide. Ce qu'on a l'impression de voir en ce moment, c'est surtout des pays, dont la Chine, qui essaient de profiter de la situation. Par exemple, en achetant du gaz russe, puisque eux peuvent le faire, et en le revendant à l'Europe, et donc en prenant des marges. Enfin, c'est très vulgaire ce que je suis en train de dire, mais on a l'impression que c'est du business, quoi. Alors, pendant la guerre, le business continue. Les guerres sont aussi des opportunités, des occasions pour un certain nombre d'acteurs économiques, privés ou publics, effectivement, de faire des affaires. Ça s'est toujours vu dans l'histoire. Là, vous faites référence à quelque chose qui est relativement marginal, qui est le fait que l'Inde, plutôt que la Chine d'ailleurs, achète de l'énergie russe, du pétrole et du gaz russe, qui va se retrouver sur le marché, puisque le marché du pétrole, c'est un marché mondialisé. Et donc, quand vous achetez quelque chose, vous ne savez pas forcément exactement... La traçabilité du pétrole, la traçabilité du pétrole ouais. est complexe. Ouais. C'est un phénomène relativement marginal. Et encore une fois, le fait que certains profitent, entre guillemets, de la guerre, en tout cas... ils voient des opportunités économiques, ça n'a rien de nouveau. De même que vous aurez peut-être remarqué que les sociétés d'armement, de matériel d'équipement de défense, ont plutôt vu leur succès financier s'accroître, mais c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. Dès qu'il y a un conflit dans le monde, c'est presque mécanique. Sur les marchés, on voit le cours des sociétés qui vendent des équipements de défense monter. Il y a un aspect psychologique, et puis il y a un aspect aussi plus économique, qui est tout simplement le fait que les dépenses de défense dans le monde sont en augmentation, et aujourd'hui, ce phénomène, il touche également l'Europe. L'Europe est engagée depuis plusieurs années, mais encore plus depuis cette année, dans un effort de recapitalisation de ces outils de défense. Donc c'est vrai, on va dépenser de plus en plus pour la défense. C'est important ce que vous dites là, parce qu'on entend aussi un peu partout que les Américains seraient un peu à la manœuvre, parce que les Américains profitent du fait que le gaz russe ne puisse plus alimenter les usines allemandes. Là aussi, je fais des raccourcis. Et que donc, finalement, peut-être que les Américains seraient à la manœuvre. Enfin, voilà, il y a très vite ce genre de sentiment qu'on pourrait qualifier d'un peu complotiste avec la réminiscence de cette CIA qui a toujours manœuvré le monde en sous-marin. Très vite, on entend ça. Et c'est important peut-être de ce que vous venez de dire, parce que d'abord, les gens ne sont pas obligés de s'enfoncer dans des scénarios, mais peut-être que c'est vrai aussi. Enfin, j'en sais rien. C'est intéressant ce que vous dites, parce que, alors d'abord, la CIA, elle s'esclafferait de rire si on lui disait qu'elle contrôle le monde. Je pense qu'elle dirait quelque chose comme « on aimerait bien, mais pas vraiment ».
Bon, en C'est plaisantant. un objectif dans la vie, mais on n'y Non, arrive pas. c'est même pas un objectif. Son objectif, comme les services de renseignement français pour la France, c'est de défendre les intérêts de son pays. Et puis par ailleurs, son influence dans le domaine économique me semble assez limitée. Mais dans ce que vous dites, vous avez raison d'en parler parce que je sais que certaines personnes se posent cette question. Les mots-clés, c'est parce que et donc. Vous voyez deux phénomènes et vous établissez, en tout cas certains sont tentés, d'établir un lien de causalité entre les deux. C'est pas parce que deux phénomènes sont simultanés qu'il y a un lien concomitant, qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Regardons ce qui se passe en ce moment sur le marché du gaz. Effectivement, l'Amérique va être l'un des bénéficiaires de la réorientation de la politique énergétique européenne, notamment dans le domaine gazier. L'Amérique est une grande puissance pétrolière et gazière depuis une quinzaine d'années. C'est vrai que l'Europe, parce qu'elle veut diversifier son approvisionnement en gaz, va acheter davantage de gaz naturel liquéfié à des pays non russes qui peuvent lui en vendre. Parmi ces pays, il y a effectivement les États-Unis. Mais alors, de là à dire que parce que les États-Unis vont en partie tirer certains bénéfices à moyen terme de la réorientation de la politique énergétique européenne, c'est eux qui ont une responsabilité en ce qui se passe aujourd'hui, ça s'appelle créer un lien artificiel sans démonstration. C'est pas parce que vous bénéficiez un petit peu d'un événement que vous en êtes l'instigateur. Je vous rappelle aussi, c'est peut-être l'argument le plus important, parce que ça s'appuie là pour le coup sur des données que chacun peut vérifier, que l'Amérique ne voulait qu'une chose avant le 24 février, c'était se tourner vers la Chine. La dernière chose dont elle avait envie, c'est d'être obligée de s'intéresser de nouveau à la défense de l'Europe contre la Russie. Donc cette guerre, ça va vraiment à l'encontre de tout ce que l'Amérique souhaitait, républicains et démocrates compris. Alors, on va en profiter sur cette dernière phrase pour aller vers les nouveaux équilibres et les nouveaux blocs. Effectivement, on voit arriver, alors Vladimir Poutine en est une illustration, mais des appétits d'empire. On appelle ça comme ça. Et on voit l'Iran, on voit la Turquie, on voit la Russie, la Chine différemment, des blocs, des pays, des leaders qui ont envie de, je reprends votre livre, mais de refaire l'histoire, c'est-à-dire de reprendre les anciennes, de retravailler les anciennes frontières, parfois du XVIIIe siècle, parfois bien avant. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est juste du discours pour arriver à faire nation ou à gérer des peuples et les laisser avancer ensemble? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a une réalité de ces retours d'empire et d'appétit d'empire? Alors c'est à la fois un discours mobilisateur pour faire ou refaire nation, comme vous dites, mais c'est aussi, une réalité. Ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que vous avez des grands États qui se sont développés ou qui se sont modernisés, qui se sont remis sur pied. Je pense à la Russie, qui se sont développés et modernisés. Je pense à la Chine ou à la Turquie. L'Iran rentre aussi dans cette catégorie, mais j'allais dire de manière un petit peu moins musclée, puisque les moyens iraniens ne sont pas ceux de la Chine. Et c'est vrai que pour ces quatre pays, chacun à sa manière, on voit des logiques néo-impériales qui consistent à étendre de plus en plus leur influence politique, économique et militaire bien au-delà de leur territoire. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont plus de moyens. Ensuite, ils bénéficient du fait que l'Amérique n'a plus un rôle aussi dominant dans les affaires du monde que ça n'était le cas au temps de la guerre froide. Donc ils profitent de la fluidité du jeu géopolitique. Et puis enfin, ils ont aussi des dirigeants, parce que les personnes, ça compte. Les dirigeants, c'est important. Des dirigeants qui eux-mêmes semblent habités par cette idée de retrouver une gloire passée ou de tracer un avenir radieux en s'appuyant justement sur l'histoire. Encore une fois, l'histoire, quand ça se passe mal, ça sert à oublier les difficultés du présent. Et quand ça se passe pas trop mal, ça sert à tracer un avenir radieux en disant, comme le disent les Russes ou les Chinois, nous allons récupérer des terres qui nous ont toujours appartenu. Je ne vous cache pas que ça masque aussi, souvent, ça masque assez mal, des appétits tout à fait matériels, notamment dans le domaine maritime. Les frontières terrestres sont la plupart du temps
incontestées. En tout cas, elles sont moins contestées qu'elles ne l'étaient au temps des empires. Les frontières maritimes, en revanche, le sont de plus en plus. Or, c'est en mer qu'on a encore énormément de ressources non découvertes, non exploitées, ou non découvertes ou non exploitées. Et l'Empire, ça se développe aussi justement sur les mers. Le partage du gâteau maritime, il commence à se faire pour des raisons sur lesquelles je vais pas développer, mais en gros, là, on a fixé les règles frontalières en mer en 1982 et on a commencé à les mettre en œuvre en 1994. Et donc, il y a tous ces différents territoriaux en mer. Ça peut aller de la Méditerranée orientale, entre la Turquie, la Grèce, Chypre, l'Égypte, Israël, le Liban, à propos du gaz notamment, jusqu'à la mer de Chine du Sud, où il y a beaucoup de ressources, mais qui est aussi le point de passage du commerce maritime entre l'Asie et l'Europe, jusqu'à l'Asie de l'Est, où vous avez dans des zones contestées, effectivement, des ressources halieutiques, gazières, pétrolières, minérales qui attirent les convoitises et dans lesquelles la logique d'empire, ce que vous mentionniez à juste titre tout à l'heure, peut servir de mode opératoire. Voilà, nous allons là, pas seulement parce qu'il y a du gaz, mais parce que c'est à nous. Alors c'est intéressant notamment pour la Chine, parce que la Chine va jusqu'à construire des îles artificielles pour prendre pied, pour générer des eaux territoriales supplémentaires. C'est assez incroyable quand même d'en arriver à ça. Oui, la Chine a une véritable politique de poldérisation. Vous savez, les polders, quand on gagne de la terre sur la mer, comme on l'a fait beaucoup en Hollande, aux Pays-Bas. Cette politique de poldérisation, elle consiste en gros à prendre un rocher ou un îlot et à en faire une véritable île artificielle pour deux raisons. D'abord, pour s'y installer et construire des bases militaires, des pistes d'atterrissage, etc. Et ensuite, pour essayer de générer des droits sur les espaces maritimes environnement. Seulement, ça ne se passe pas comme prévu. Puisque là, la Chine s'est fait rabrouer par un avis d'une cour qui s'appelle la Cour permanente d'arbitrage, qui a donné un avis juridique extrêmement important et qui a dit, en gros, et c'était il y a quelques années, à propos d'un différend qu'il opposait aux Philippines, et qui a dit non, la Chine, vous pouvez faire ça, mais ça ne vous donne aucun droit particulier. Donc il y a toute une bataille juridique autour des espaces maritimes qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante, qui se joue en mer de Chine du Sud, mais aussi un peu partout dans les espaces maritimes contestés, où on voit à la fois ces logiques d'empire et aussi des appétits de prédation tout à fait classiques. Juste un tout petit mot sur ce point. La France participe aussi à cette bataille juridique, mais elle le fait de manière, d'une manière qui respecte beaucoup plus les règles du jeu international. Nous avons des revendications que nous déposons à l'ONU sur l'extension de nos droits en gros autour des départements et communautés d'outre-mer. Et donc on dépose un dossier juridique à l'ONU, je dis voilà, on voudrait étendre nos droits maritimes jusqu'à tel endroit. Et après, c'est à l'ONU de dire, nous on joue le jeu. On n'est pas, je ne sais pas si on est des prédateurs comme les autres, mais en tout cas, nous ne sommes pas des pirates comme les Chinois. En tout cas, comme le régime chinois actuel. Et la France a déjà réussi à étendre ses droits sur un certain nombre de domaines maritimes. Elle a aujourd'hui le 2e domaine maritime mondial. Elle pourrait, si toutes ces revendications étaient acceptées, elle pourrait avoir dans quelques années le 1er domaine maritime mondial. Alors je vais aussi faire appel à l'histoire, mais la France a eu le comportement de la Chine il y a quelques siècles aussi. Si on revient à cette histoire-là, quand on est allé se poser sur les terres australes, où il n'y a rien à faire, à part poser des scientifiques de temps en temps, on a joué à ça. Absolument, mais la France a eu un comportement prédateur et colonial dans son histoire. Je ne vous apprends pas ce fait élémentaire. Mais seulement, c'était à une époque où les règles du jeu international n'étaient pas les mêmes, où les pratiques démocratiques, que ce soit en interne ou sur la scène mondiale, n'étaient pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une différence majeure entre les pays qui ont décidé de jouer le jeu, et c'est globalement le cas pour la France, et ceux qui ont décidé au contraire que non seulement ils ne veulent pas jouer le jeu, mais ils veulent réécrire les règles, et c'est typiquement le cas de la Chine. Donc la comparaison, si on prend un prisme historique très très large, elle est valable,
Mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas se comporter en 2022 comme on se comportait en 1822. C'est ce que vous expliquez très bien d'ailleurs dans votre ouvrage, c'est qu'effectivement, faire appel à l'histoire dans un temps qui n'est plus celui où se passait l'histoire, en fait, va donner des biais obligatoires qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comporter comme effectivement Napoléon. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait un jour un Napoléon français qui décide de faire comme Erdogan veut récupérer l'Empire ottoman, décide de refaire l'Empire napoléonien? Ça me paraît assez peu probable. Ce qui est amusant, c'est que certains ont comparé l'actuel président de la République, sa démarche politique, à celle de Bonaparte. Mais il ne s'agissait pas, là, pour le coup, de politique impériale. Il s'agissait simplement de la manière dont il a réussi à conquérir le pouvoir, dans le cas d'Emmanuel Macron, bien sûr, de manière totalement démocratique. Et ça a été comparé, effectivement, au jeune Bonaparte. Alors, pour répondre à votre question, non, je crois qu'on a quand même un certain nombre de sécurités, de cordes de rappel, comme on dit souvent aujourd'hui, dans le jeu politique français pour que nous soyons à l'abri, en tout cas à échéance prévisible, d'une rupture démocratique telle qu'on voit arriver en France quelqu'un qui se mue en empereur de fait. J'imagine assez mal. En tout cas, dans la France d'aujourd'hui, la probabilité me semble à peu près égale à 0. Or, pour refaire un empire, il faut un empereur, entre guillemets. Et donc, imaginez quelqu'un qui non seulement reprend les codes et les comportements à l'intérieur de Bonaparte, d'un Bonaparte, et qui se comporte en plus à l'extérieur de cette manière-là, franchement, ça me paraît aller bien au-delà de ce que j'appelle le spectre de la prospective raisonnable. Alors on va terminer ou conclure avec les deux empires qui sont en train de peut-être s'affronter, c'est-à-dire l'empire américain, est-ce que c'est un empire en déclin, et l'empire chinois qui lui sera en train de monter. En tout cas, de nombreux politologues considèrent, responsables des relations internationales, considèrent que c'est ça l'enjeu des 5 à 10 années à venir. Vous aussi? Moi, j'aime bien poser le problème de la manière suivante. Peut-on imaginer un avenir dans lequel l'affrontement, ou en tout cas la rivalité entre la Chine et les États-Unis ne structure pas profondément l'espace international des 30 prochaines années? Je n'ai pas répondu à la question, mais la question, à mon avis, c'est celle-là. Donc maintenant, je vais y répondre. C'est effectivement, très probablement, le filtre, le prisme, la grille de lecture principale, mais pas unique, des relations internationales, ou en tout cas des grands rapports de force entre États des prochaines décennies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accidents, qu'il n'y aura pas des choses qui puissent faire dériver le monde vers autre chose. À partir de là, est-ce que c'est véritablement, vous avez parlé d'empire, une rivalité entre deux empires? Il me paraît toujours un petit peu exagéré de comparer entre guillemets l'empire américain et entre guillemets l'empire chinois. Parce que si l'Amérique est un empire, ce qu'on peut discuter, ça reste quand même un empire démocratique. Ça reste quand même un empire qui, vis-à-vis de ses clients, de ses alliés et de ses amis, a des relations qui sont des relations relativement, j'allais dire, qui respectent les codes du libéralisme. Voilà. Et la Chine est un client des États-Unis. Alors, attendez, est une usine des États-Unis. Ça, je vais y revenir, l'interdépendance entre les deux, et notamment la manière dont ça peut éventuellement limiter le risque de conflit. La Chine a une politique de prédation, de chantage, de rapport de force. La Chine ne connaît qu'un seul mode de relation avec des pays plus faibles, c'est celle du vassal. Voilà, vous êtes un vassal de l'empire. La Chine se voit par nature comme un pays dominateur. Elle procède vis-à-vis de nombreux pays asiatiques ou africains ou latino-américains avec une politique qui est quasiment celle du chantage économique. Voilà, on vous prête de l'argent, vous n'arrivez pas à rembourser, eh ben on va vous prendre ceci ou cela. Ouais. Voilà, vos ressources, vos infrastructures, vos ports, etc. Donc il me paraît un petit peu exagéré de dire qu'il y a un empire et un empire et que finalement c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Alors, la question que il me semblait que vous alliez soulever, c'est effectivement, ce sont des clients. La Chine est un client des États-Unis, les États-Unis sont un client de la Chine. Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça réduit les risques de conflit entre eux? Alors, il y a des grands débats sur le sujet. On peut dire que ça fait partie des
des éléments qui limitent le risque d'affrontement direct. Des garde-fous. Des garde-fous, voilà. Le garde-fou est une bonne expression. Mais d'abord, ça ne suffit pas, parce que l'interdépendance économique n'a pas toujours permis d'éviter la guerre dans l'histoire. Et deuxièmement, cette interdépendance, elle se réduit. Elle se réduit parce qu'il y a un double effet en ce moment. Il y a l'effet, d'abord, la Chine prend de plus en plus d'initiatives que l'Amérique estime contraires à ses intérêts, et à mon avis, à juste titre, et je pense que c'est valable aussi pour l'Europe. Deuxièmement, il y a eu, avec le Covid, la prise de conscience d'une très forte, trop forte dépendance de l'Occident en général, de l'Amérique en particulier, vis-à-vis des biens fabriqués en Chine. Donc on entre dans ce que certains appellent le découplage. Le découplage, ce qui est une expression très forte et un petit peu excessive, mais en tout cas dans une réduction des deux côtés de l'interdépendance économique mutuelle entre l'Amérique et la Chine. Donc non seulement l'interdépendance économique, ça ne permet pas toujours d'éviter la guerre, mais en plus, celle-ci se réduit et on entre clairement dans une phase de réduction de cette interdépendance. Alors on l'a vu en plus avec le dollar, qui était donc, alors on ne va pas appeler ça une monnaie impériale, mais qui a quand même été une monnaie qui régissait le monde, ou qui régit le monde d'ailleurs toujours, notamment avec le pétrole, avec des pays, et notamment les pays qu'on a cités juste avant, qui sont lancés dans des politiques de dédollarisation, c'est-à-dire de réduction de la dépendance aux États-Unis, et avec les Chinois qui commencent à dire, si vous n'avez plus le dollar, vous pourrez avoir le yuan, donc notre monnaie. Oui, sauf qu'il y a un problème, c'est que le yuan n'est pas une monnaie convertible. Donc tant que le yuan ne sera pas convertible, ça ne sera pas une monnaie mondiale. On peut dire que le dollar est une forme de monnaie impériale, mais en tout cas, c'est la seule monnaie mondiale. Ça fait 20 ans que certains États essayent de se dégager de la suprématie du dollar. Ça ne marche pas, en tout cas ça ne marche que de manière très limitée. Le dollar s'est imposé, qu'on le veuille ou non, comme la seule monnaie mondiale. D'ailleurs, on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est vraiment le dollar roi ou quasiment le dollar empereur même. Bien. Est-ce que ça sera toujours le cas? Non, bien sûr, mais force est de constater qu'il y a une résilience de ce rôle dominant du dollar en dépit de la volonté de nombreux acteurs de réduire leur dépendance vis-à-vis de ce qui reste quand même une monnaie nationale. Et donc c'est vrai que nous restons tous soumis aux décisions de la Federal Reserve Board américaine. Voilà, c'est comme cela. Et ça mettra, à mon avis, beaucoup de temps encore avant de changer. L'euro est devenu en partie une monnaie de réserve, mais sa place dans les réserves mondiales est quand même pas aussi loin d'être aussi importante que certains l'espéraient lors de son institution. On a vu que tous ces pays que je citais auparavant ont renforcé leur stock d'or, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe de récupération d'une monnaie universelle historique, peut-être pour se protéger du dollar. Les Russes ont renforcé leur stock d'or, les Turcs aussi. Dès qu'ils veulent se séparer du dollar, ils jouent sur l'or. Oui, là j'entre dans un domaine que personnellement je connais assez mal, donc je ne vais pas développer ce point, mais on a vu encore une fois à l'occasion de cette guerre en Ukraine qui intervenait effectivement sur un terrain géopolitique déjà très mouvant, que la crise du Covid plus la guerre en Ukraine conduisait un grand nombre d'acteurs privés ou publics, effectivement, à des réflexes qu'on a vus à de nombreuses reprises dans l'histoire. Donc, ils se dirigent vers des placements en refuge. Et effectivement, l'or est considéré comme un de ces placements en refuge dans les moments de grande incertitude. Et l'incertitude, elle va encore durer longtemps. Parce qu'il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'en matière de géopolitique, s'il faut attendre les certitudes, on ne décidera jamais rien. On a vu que les Chinois avaient mis en place un plan, puisque les Chinois écrivent, c'est le principe d'une dictature, en tout cas d'un pays autoritaire. Ils ont écrit un plan, en 2049, il faut qu'ils aient le leadership au moins sur leur zone d'influence, voire un peu plus. Est-ce que c'est bien en cours? Est-ce qu'ils vont suivre le plan selon vous, les Chinois, ou est-ce que finalement c'est là aussi, j'ai écrit quelque chose et c'est de la menace et ça ne se fera pas?
L'avantage des dictatures, puisque la Chine aujourd'hui est devenue une véritable dictature, c'est qu'ils peuvent non seulement faire des plans, mais aussi les exécuter. Ils ne sont pas soumis à l'équilibre des pouvoirs ou à de véritables challenges électoraux. Donc quand la Chine fait des plans à moyen terme, il faut s'y intéresser. 2049, c'est le centenaire de la fondation de la République populaire. C'est une date qui est encore un petit peu lointaine pour les dirigeants actuels, mais qui commence sérieusement à se rapprocher. Donc lorsque la Chine dit « nous voulons qu'en 2049, d'abord la Chine soit totalement réunifiée », il faut l'écouter. Nous voulons qu'en 2049, la Chine soit la puissance dominante, au moins en Asie, il faut l'écouter. C'est pour cela que, bien sûr, la question de Taïwan retient de plus en plus l'attention. Alors, Taïwan est un point de fixation de l'attention des stratèges depuis très longtemps, littéralement depuis 1949. Mais c'est vrai qu'on voit que la question est de plus en plus sur l'agenda chinois et du coup américain, puisque l'Amérique estime qu'elle ne peut pas se permettre de laisser Taïwan revenir dans le giron de Pékin. C'est à la fois une question militaire, stratégique, mais aussi une question de principe. Taïwan, c'est une Chine démocratique. C'est l'exemple même du fait que la Chine n'est pas prédestinée à être un pays autoritaire. Et puis si la Chine tombe, si le Taïwan tombe, le Japon tombera un jour. Donc c'est vraiment une question clé pour les Américains, et elle l'est encore plus pour les Chinois. Est-ce que cela veut dire que l'affrontement est inévitable? Non. Mais que, en revanche, ce que cela veut dire, c'est que le risque d'une initiative délibérée de Pékin pour récupérer Taïwan est en train de monter. C'est sans doute pas pour tout de suite, puisque les capacités militaires chinoises de débarquement et de prise de contrôle de l'île sont, pour la plupart des experts militaires, encore insuffisantes. Même s'il y a des démonstrations de force incroyables de la marine chinoise. Elles sont permanentes, et des forces aériennes chinoises qui de plus en plus testent Taïwan en violant son espace aérien. Donc si vous me demandiez, bon alors c'est pour quand? Je vous dirais très probablement pas dans les 5 ans qui viennent, mais le risque va vraiment croissant pour les années, pour la fin des années 2020 et les années 2030. Et puis surtout, le grand problème de ce type d'initiative militaire, c'est que dans l'histoire, on constate que si un pays estime que la guerre est inévitable, alors il sera d'autant plus enclin à en décider le moment. Autrement dit, il y a une sorte de cercle vicieux. Si la Chine pense que de toute façon il y aura un conflit, que l'Amérique interviendra, eh ben, elle le fera le plus tôt possible au moment où elle voit que c'est son avantage. Et elle doit calculer à la fois le moment où elle a les meilleures chances militairement de réussir, mais aussi le moment où elle a encore, j'allais dire, la dynamique économique et démographique qui a porté sa modernisation depuis 1949. Or, comme on le sait, la démographie chinoise entre dans une phase de déclin. Le modèle de croissance économique chinois est de plus en plus grippé. En tout cas, Pékin n'est plus en mesure d'assurer un taux de croissance qui a été celui des 3 dernières décennies à sa population. On connaît le problème de la bulle immobilière chinoise, enfin on connaît toutes les failles de ce système. Et donc la Chine peut se dire aussi, peut-être qu'il vaut mieux que je le fasse au plus vite avant que ma situation économique, du fait de ma démographie notamment, devienne de plus en plus difficile. Voilà, donc je reste prudent. Je pense, pour résumer, que ce risque est réel, qu'il est faible pour les années qui viennent, mais qu'il est très clairement de plus en plus montant. Le jeu, bien sûr, c'est de dissuader Pékin de le faire. Les Européens, d'ailleurs, ont un intérêt là-dedans, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une guerre au Taïwan, ça aurait un impact immédiat et mondial sur les marchés. Donc l'Europe ne pourra pas rester en dehors. Et puis l'Europe sera obligée de choisir les États-Unis, ou comment elle se débrouillera? L'Europe n'interviendra pas militairement, mais elle estimera sans doute qu'elle doit au moins politiquement et économiquement soutenir les États-Unis. Et pendant ce temps-là, pour en revenir au début de notre conversation, la Russie sera peut-être encore un problème pour les Européens. Et donc il faudra qu'elle s'occupe un peu plus de la Russie, en tout cas qu'elle dissuade la Russie d'en profiter pendant que cet éventuel conflit se déroulerait.
Eh bien, on l'a vu, merci beaucoup, on l'a vu, la géostratégie, c'est complexe. On ne peut pas se limiter à quelques anathèmes ou quelques éléments comme ça lancés brutalement. Merci beaucoup Bruno Tertrais pour ces éclairages. On lira vos ouvrages qui sortent régulièrement, notamment un sur la guerre, un que sais-je, qui a été réédité. Merci beaucoup. Merci.